Bonsoir à tous, bienvenue dans cette huitième émission du Bistrot des LOSC, saison 2. Alors, bienvenue, c'est l'émission, je vous le rappelle, des supporters du LOSC, faite par les Dogs du Net et le site Aller le LOSC. Donc, une émission qui, chaque semaine, discute de l'actualité du club avec des piliers. Ce soir, nous avons avec nous, donc, comme pilier, Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Nous avons Julien qui est également présent. Bonsoir Julien. Bonsoir tout le monde. Et habituellement, nous avons régulièrement un invité qui vient nous éclairer de leur savoir et de leur passion pour le club. Cette semaine, la maison ne recule devant aucun sacrifice. Nous avons deux invités pour évoquer l'actualité du club. Alors, il est toujours drogué par son amour du LOSC, il aime la bière et il dénonce toujours les complots contre son club préféré. Damien Boone de la page DBC. Bonsoir Damien. Salut François, salut tout le monde. Alors, il est de retour de Séville avec les yeux remplis d'étoiles de la Ligue des Champions. Patrick Robert, donc président de LOSC Association. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tous. Donc, ils sont tous les deux co-animateurs d'une conférence organisée dans le cadre de l'exposition Lambersart Berceau du LOSC, donc qui se déroule jusqu'au 7 novembre au Colisée de Lambersart. Dépêchez-vous d'y aller. On l'évoquera dans une des parties de l'émission. Émission au sommaire. Nous allons commencer par revenir sur le match de Ligue 1 du week-end dernier, Paris, une défaite encourageante. Puis nous reviendrons sur le match de Ligue des Champions d'hier soir, Séville, l'impossible exploit. Alors vous remarquerez que ce titre, je l'avais écrit avant le match, mais il fonctionnait aussi bien dans le sens quel que soit le résultat. Donc je suis ravi qu'il passe bien en fait dans ces circonstances heureuses. En troisième partie, donc, nous nous attarderons en fait sur la naissance du LOSC à travers l'exposition avec Patrick et Damien. Et enfin, si nous avons le temps, nous évoquerons le prochain match contre Angers. Tout ça donc dans l'heure du bistrot d'Aller le LOSC de cette semaine. Je vous propose de commencer par la première partie, Ligue 1, Paris, une défaite encourageante. Alors, la question habituelle du tour de table, comment avez-vous vécu ce match bouleversant avec un LOSC dominateur au moins pendant 70 minutes et un Paris qui remet les pendules à l'heure, entre guillemets, au niveau des ambitions budgétaires, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, en 20 minutes. Alors, une défaite encourageante ou inquiétante? Qui veut commencer? Christophe, peut-être. Ouais, bon, moi, c'est pas inquiétant du tout. L'équipe de Paris, on sait ce qu'elle peut faire. Et on a vu un LOSC ambitieux qui a réussi à poser son jeu pendant une bonne partie du temps. Et je ne m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais plus au match qu'on avait fait l'année passée au mois d'avril. Pas le match du Trophée des Champions, mais le match du championnat où on avait été plutôt attentiste et puis les prendre en compte. Là, on a joué haut. On a vraiment joué pour jouer, pour les presser, pour récupérer les ballons. Et je trouve que c'était vraiment intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas mis le deuxième but parce qu'il y avait quand même la place pour le mettre. Après, je pense qu'il y a peut-être un penalty sur Bourak qui est oublié à la 47e parce qu'il se fait prendre la cheville par Kipembe. Mais Kipembe peut tuer quelqu'un sur un terrain et il n'y a rien. Il y a un permis pour lui. Donc, bon, voilà. Donc, ça, c'est un peu dommage. Après, bon, c'est quand même encourageant. Après, ce qui est embêtant, mais c'est que quand il y a Di Maria qui se réveille, on n'arrive pas à le bloquer, quoi. Mais après, bon, il est vraiment fort, Di Maria. Hein, donc, mais on n'a pas trouvé la solution quand Di Maria commence à prendre le jeu en main. Alors, un match encourageant, mais dans un contexte de classement qui commence à devenir inquiétant, et notamment un entraîneur qui est de plus en plus remis en question par la Vox Populi. Julien, comment tu analyses ce match? C'est plutôt positif, c'est plutôt négatif? Moi, j'étais assez. C'est compliqué parce qu'on a fait certainement vendredi nos meilleures 60 premières minutes. Je sais qu'à la 60e, je note vraiment Paris est en difficulté depuis le début du match et on a une super équipe. Mais en même temps, à ce moment-là, on n'a marqué qu'un but, quoi. Donc, j'ai une vraie frustration d'avoir raté autant d'occasions, à commencer par la première, parce que si vous vous souvenez, dès la 58e seconde, Bourak, il a une occasion. Et je pense que l'an dernier, il met un pointard et il marque.
Là, il met à l'intérieur du pied et on sent un peu cette absence de confiance chez lui. Et bon, voilà, dès la première minute, j'étais hyper content de ce rythme-là, mais en même temps, à me dire, oh là là, les occasions perdues ne se rattraperont plus. Et c'est exactement ce qu'on a vécu, quoi. Parce que tu peux rentrer à la mi-temps avec 2-3-0. Surtout quand tu ajoutes, je suis d'accord avec Christophe, quand tu ajoutes le péno qu'il y a sur Bourra qui n'est pas sifflé. Et en l'occurrence, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, frustration par les occasions ratées. Frustration parce que j'ai quand même le sentiment à la fin de ce match qu'on choisit un peu nos matchs. J'ai du mal à penser l'inverse parce qu'on joue bien contre Marseille, on joue bien contre Paris et contre les petits clubs, on a été, enfin les clubs dits petits, on a été absents. Donc ça me laisse un peu un goût amer. Ça pour moi, c'est pas Lille, quoi. On mouille le maillot face à toutes les équipes. Ou en tout cas, on en veut face à toutes ces équipes parce que c'est dur de dire on mouille le maillot. Les mecs ont toujours couru, mais on notait quand même là au parc ce supplément d'âme. Et puis je suis aussi très frustré par le but. Alors, je crois que c'est Marquinhos parce que c'est Neymar qui met le ballon en touche. Il fait une fausse touche et il y a faute d'Icardi sur Garbage sur ce but-là. Il y a quand même 3 fautes et le but est validé. Enfin, c'est un truc de fou. Et clairement, Paris, ils n'ont pas besoin de ça pour marquer des buts, quoi. Donc, ouais, une vraie frustration. Je pense que le score normal aurait été à minima un partout et ça aurait pu être plus, avec un peu plus de réussite. Voilà. Donc, sentiment très, très mitigé à la fin de ce match. Damien, tu as vu le match. Qu'en as-tu pensé? La balance penche plutôt côté du plus ou côté justement du moins avec un Lille qui reste en difficulté en championnat. Et j'ajouterais pour rebondir sur la remarque de Julien, le contexte du premier but, est-ce un nouveau complot contre le LOSC? Je suis assez partagé sur le match. Je trouvais qu'il y avait d'un côté une rupture évidente avec les performances récentes. On a vu un beau match et au-delà du résultat, dans un premier temps, c'est ça qui m'a satisfait. On a vu un beau match, on a pris du plaisir. Alors ça pose question sur cette équipe un peu à 2 visages, qui est capable de purge monumentale comme on a vu contre Brest ou à Clermont, qui est capable de montrer un très beau visage, et beau visage qui à mon sens n'est pas réductible au rayonnement de Renato au milieu. Et de l'autre côté, je voyais quand même une certaine continuité sur d'autres aspects, notamment, comme le disait Julien, cette incapacité à faire un match plein pendant 90 minutes et à ne pas savoir breaker, parce qu'on a quand même 3 occasions de 0-2 en début de deuxième mi-temps. Et j'ai l'impression qu'on s'arrête un peu de jouer en cours de deuxième mi-temps, comme ça avait été le cas contre Reims, à Strasbourg, donc là avec 2 buts d'avance, mais aussi à Saint-Étienne ou contre Brest. Alors je ne sais pas dans quelle mesure le fait de subir peut être voulu ou calculé, mais voilà, sentiment partagé entre l'espoir que sommeille dans ce LOSC une équipe brillante et une espèce de résignation à un moment dans le match où c'est trop fragile et on en vient à penser finalement qu'on brille que parce que l'adversaire est dans une mauvaise passe, parce que Wolfsburg a eu un début de saison compliqué alors qu'on avait été bon. Quand on avait été bon contre Marseille, c'est parce que Marseille peut-être avait un match de récupération en moins. Là, en première mi-temps, on a vu que Paris était coupé en 2. Donc après le match, je ne savais toujours pas ce que valait cette équipe du LOSC et je me remets toujours au match suivant en me disant qu'on pourra cette fois systématiser des enseignements et ça n'arrive toujours pas. Donc on peut peut-être parler davantage après le match d'hier, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure. Et sur l'égalisation, alors oui, l'arbitre aurait pu nous donner la touche, puisque c'est Neymar qui la sort. Et ensuite, une fois que la touche a été effectuée, il aurait dû l'inverser parce que la touche, à mon sens, est mal effectuée. Les 2 pieds ne sont pas collés au sol et le ballon n'est pas derrière la nuque de Neymar. Donc je pense que la touche a été donnée indûment à Paris et qu'une fois mal exécutée, elle aurait dû nous être rendue. Cela étant, on est en position défensive et on n'a pas à être déstabilisé de la sorte de manière aussi simple. Parce qu'après la touche, la défense en 2 passes, elle est en difficulté. Je pense que Renato est trop dilettante sur le coup. Ensuite, Renato et Celik ne suivent pas Di Maria, qui a tout le temps de centrer. Et à la réception du centre, on a un joueur adverse absolument seul dans les 6 mètres au second poteau, parce que nos centraux et Cheka sont obnubilés par le porteur de balle. Donc, ok, le début de l'action peut se contester, c'est rageant, mais on a 3 fois l'occasion de rattraper un fait de jeu qui nous est défavorable, et on ne le fait pas. Et ça, c'est pas la faute de l'arbitre. Et puis, le gardien devrait dégager Icardi aussi, quoi. Icardi bloque le gardien, il fait 1m96, 1m76 ou 80, je sais pas. Tu le dégages et au moins il y a polémique, quoi. On subit l'action. Je vais me faire l'avocat du diable, l'avocat des Parisiens. Si il aurait dû donner la touche aux Lillois, puis ensuite l'inverser à cause de la mauvaise touche, finalement, la touche revenait bien aux Parisiens.
Patrick, je ne suis pas certain que mon raisonnement soit très juste sur le plan scientifique, hein, mais bon, je le garde pour moi. Patrick, avec ton expérience du club, comment tu analyses cette défaite à Paris d'un LOSC finalement à deux vitesses? Oh ben, je crois que l'essentiel a été dit. Je pense que beaucoup de sifflets final, c'est la frustration qui l'emporte. Parce qu'il y avait moyen de faire un résultat nettement plus intéressant sur le plan comptable. Maintenant, après, à la réflexion, c'est vrai que on assiste après, bon, il est encore trop tôt pour faire la relation entre le match de Paris et le match de Séville, mais Paris, c'est l'apparition d'un groupe ambitieux, bien organisé, avec un match de forte intensité, au moins pendant 1 heure. Ce qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Donc, moi, je pense que c'est ce sentiment-là qui doit l'emporter parce qu'aujourd'hui, malgré les sautes d'efficacité, de comportement d'un match à l'autre, on sent qu'il y a un groupe en train de travailler. Moi, je sais qu'il travaille beaucoup. Bon, ça commençait à apparaître dans certaines phases de jeu au Parc des Princes, et notamment dans l'engagement, dans la détermination, dans des ingrédients qu'on avait un peu perdu de vue sur certaines rencontres, même telles qu'on avait gagnées. Donc après, on se dit, Paris, c'est Paris. Si on leur laisse une demi-heure le ballon, forcément avec les attaquants dont ils disposent, il n'y a pas de souci. Le but à 2 minutes de la fin, forcément, ça laisse un sentiment assez dur à encaisser. Mais on a vu que, malgré tout, 4-5 jours après, le groupe arrive à mettre les mêmes ingrédients à un niveau encore supérieur et aller chercher une victoire. Donc, je préfère, avec mon côté optimiste, voir le match de Paris comme une espèce de bulletin de naissance d'un groupe à vérifier dans les matchs finaux. Donc une montée en puissance, un match presque fondateur par rapport aux errances oui. qu'on a pu voir au début du championnat. En tout cas, une confirmation d'une montée en puissance du LOSC. Après, je relève ceux qui parlent de choix des matchs. Bien évident que on se souvient de Marseille, mais Paris et Séville qui se suivent, évidemment, ce sont 2 matchs de prestige qu'on peut choisir s'il y a matière à choisir. Bon, j'en suis pas là. Moi, je pense que c'est le résultat du travail en puissance qui commence à faire valoir un peu ces résultats. Confirmation à venir. Alors, avant de faire un deuxième tour de table pour votre sélection des tops et des flops, tant à Paris qu'à Lille, je voulais juste rappeler 2 choses. D'abord, c'est que vous pouvez, internautes, réagir en direct sur les commentaires du groupe Facebook Allez le LOSC, donc n'hésitez pas. Je vois que vous êtes présents. Pour l'instant, les réactions sont un peu timides. Et deuxième chose, je vous rappelle que cette année, nous vous offrons des cadeaux pendant l'émission. Cette semaine, nous vous offrons 2 places pour le match Lille-Angers, que nous évoquerons tout à l'heure. Pour cela, il suffira d'être le premier à répondre à une simple question qui sera posée dans le cours de l'émission. Les mauvaises langues me diront si je n'oublie pas, mais elle sera posée. Une question assez simple, il suffira de donner un nom et le plus rapide gagnera les 2 places en tribune active au stade Pierre-Mauroy samedi après-midi. Qui veut commencer le tour de table sur les tops et les flops? Alors, on va commencer peut-être par Julien, vas-y, tu te dévoues. Allez, les tops pour Lille, pour moi, Jonathan David, Renato et Diallo. Diallo, ça n'a peut-être pas forcément été le meilleur, mais on sait à quel point on a pu être un peu inquiet du fait que Sven Botman soit blessé. Et on en reparlera, je pense, contre Séville. Il fait plus que tenir la baraque. Il est là, à un niveau auquel on ne l'attendait pas forcément. Donc pour moi, ça, c'est les 3 joueurs top. Et en flop pour Lille, je citerai Maëva Cook, la Miss France Ch'ti, qui a quand même réussi à tweeter en faveur du PSG avant le match. Très heureuse d'être là et encourageant le Paris Saint-Germain. Elle a quand même passé une grande partie de son enfance à Lille et elle a été élue Miss France au titre de Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc ça m'a un petit peu fait mal au derrière et j'ai pas de flop pour Lille parce que, exactement comme Damien, moi j'ai vu un super match de foot. Donc évidemment, en tant que supporter du LOSC, j'étais frustré par le résultat. Mais j'ai vu un super match. Alors, si peut-être encore un autre flop, la VAR,
Parce que la VAR, c'est marrant, parfois la VAR juge les touches, parfois pas. Et là, je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur la touche de Neymar, encore une fois. Et pour le PSG, les tops, c'est rigolo de constater que Neymar et Di Maria, ils peuvent ne jouer qu'une mi-temps et être juste incroyables, quoi. Et Di Maria et Neymar, en deuxième mi-temps, je les ai trouvés fous et satisfaits d'autant plus à Neymar que on a souvent parlé de ses limites physiques. Et là, au final, j'ai vu un mec mort de faim qui courait toujours autant à la 70e qu'à la première, et c'est assez inhabituel de sa part. Donc voilà. Et celui que j'aurais dû mettre en premier et qui fait que je pense qu'on ne gagne pas ce match, c'est Donnarumma qui a fait un match incroyable. Et si on rentre pas, si on rentre pas à la mi-temps avec 2 ou 3-0, c'est aussi parce qu'il était dans les buts et qu'il est, il est de classe mondiale, quoi. Je pense que dans les meilleurs gardiens du monde, il y a Mike Maignan et Donnarumma. Damien, est-ce que tu as ta propre liste? Bah, Julien a parlé beaucoup mieux que je ne l'aurais fait. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit, donc je ne vais pas en rajouter là-dessus. Je suis d'accord avec ses tops et ses flops. Alors, j'ai une Toi petite aussi, tu as question. un problème avec Maïva Cook. Ah non, mais ça je n'avais pas vu, mais bon. Le fait de s'appeler Cook ne peut pas empêcher d'être un peu toqué par moment, hein. Oui, je sais, c'est la blague tous en cuisine. Petite question pour Damien, est-ce que la sortie de Messi à la mi-temps, est-ce qu'elle n'a pas permis au PSG de se réorganiser, notamment offensivement? Bah, écoute, quand on connaît l'issue du match, c'est ce qu'on peut se dire. Et quand on voit la prestation de Paris en première mi-temps, effectivement, il y avait un problème offensivement. Et il était déjà incertain, me semble-t-il, et manifestement, il n'était pas en état de tenir son rang. Donc, je pense que sa sortie a été bienvenue pour Paris et malvenue pour nous. Effectivement, on a beaucoup plus subi en deuxième mi-temps. Le temps que Paris se réorganise, on a 3 occasions 0-2, comme je le disais tout à l'heure. Puis après, autour de la 60e, Paris prend vraiment l'ascendant avec Di Maria et Neymar qui ont été vraiment très bons, comme Julien l'a rappelé. Ouais. Patrick, est-ce qu'il y a des joueurs du LOSC que tu voudrais mettre en avant ou en retrait? Et est-ce qu'il y a des joueurs à Paris qui t'ont marqué sur ce match? Oui, bah, à Paris, bah, ce sont les mêmes que citait Julien, hein. Di Maria devant, j'isolerai lui, parce que premièrement, il a eu l'efficacité. Et Donnarumma derrière, évidemment, monstrueux, quoi. Et à l'inverse, ce côté lillois, s'il fallait avoir. On ne peut pas parler de flop complètement, mais je pense qu'encore une fois, malgré la classe de Donnarumma, Yilmaz aurait certainement mis au moins un but l'année dernière. Que cette année où je constate que, comme on dit, bon, il se bat avec un cœur magnifique, il est partout, il vendange pas mal, quoi. Hein, et cette année, ses statistiques sont assez faibles par rapport à tout ce qu'il investit dans un match. Et là, c'est un petit peu décevant, encore qu'on a vu qu'hier, bon, ben, il n'était pas là, tout s'est bien passé, hein. Et au niveau du top lillois, ben, j'isolerais volontiers Renato Sanchez, donc c'était la meilleure apparition depuis le début de saison, dans un rôle qu'on devrait lui attribuer plus souvent, plus régulièrement. Christophe, pour boucler cette boucle, est-ce que tu as des choses à rajouter, des joueurs que tu voudrais souligner dans les deux compositions? À moi, en top, je vais mettre Yilmaz. Parce que je trouve que justement, il se battent un peu en l'air. Là, il donne quand même une balle de but. Il y a un penalty sur lui qui n'est pas sifflé. Bon, je trouve que c'est pas mal pour. Si avec un arbitrage normal, si c'est pas pareil en face, je crois que ça fait 2-0 à la 47e et il y aurait peut-être un but de Yilmaz et une passe de but de Yilmaz, donc ce serait pas mal, quoi. Donc je trouve que par rapport à ses autres prestations, il était plutôt mieux. J'ai trouvé une amélioration. Renato au milieu de terrain impeccable. En flop, je mettrais Garbage parce que je trouve que ce premier but, ça s'impose pas. Comme je disais tout à l'heure, il doit pousser Icardi et il doit y avoir polémique derrière, mais c'est pas possible qu'un attaquant plus petit que lui qui le bloque et lui il dit ah bah c'est bon, je reste dans mon poteau. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, ça n'existe pas. C'est un gardien, ça pose. Et puis sur le deuxième but, il n'est pas impérial non plus. Je trouve que si vous regardez le deuxième but, vous verrez son plongeon, il part un peu en retard, il est mou du genou et je trouve que c'est vraiment. Enfin, je pense que Maignan le prend pas personnellement, hein. Donc voilà, je mettrai un flop là-dessus. Et après, à Paris, ben, je ne mettrai que Di Maria parce que je trouve que c'est vraiment un super joueur quand il se met en route à ce niveau-là. Il est même au-dessus des 3 autres, je trouve, hein, parce que vraiment, c'est vraiment un poison.
Je vous propose de terminer cette partie sur le match contre Paris Saint-Germain. Nous avons beaucoup de sujets aujourd'hui et on a encore beaucoup de choses à dire sur cette rencontre au sommet. Mais je vous propose donc de passer tout de suite au match de Séville. Donc Séville, je vous rappelle, hier soir, le LOSC qui l'emporte en Ligue des Champions 2-1 sur le terrain de Séville. C'est la première victoire en Ligue des Champions depuis près de 10 ans, me semble-t-il. Je me tourne vers le statisticien. Damien, tu as le chiffre exact en tête ou c'était Bate Borisov, je crois, en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait 9 ans, ouais. 9 ans. Cette semaine, je n'ai pas le droit de dire des bêtises, parce que si j'en dis sur les dates et sur les stades, j'ai deux experts avec nous là, et ils vont me taper sur les doigts. Donc, il faut que je fasse attention. J'ai révisé avant. Donc, comment avez-vous vécu ce match? Bon, on va commencer par Patrick, parce que Patrick, tu as la particularité d'avoir été sur place. Donc, comment tu as vécu ce match et là aussi, un match en deux parties, finalement, avec un début de match un peu poussif. Et en tout cas, ensuite, une prise en main, un retournement de situation qui est un peu illustré par le penalty lillois et une deuxième mi-temps qui était vraiment d'excellente qualité. Comment tu l'as analysé, ce match sur le stade? D'abord, je reviendrai quand même parce que c'était le deuxième match de la journée pour moi. On n'a pas oublié que nos U19 ont fait un gros match également à Séville. Malheureusement, il manquait que les buts. Et, ça aurait pu faire beaucoup mieux. Mais on a trouvé là, déjà, comme s'il y avait une espèce de mimétisme, un groupe qui s'est reconstruit par rapport à sa dernière sortie où on avait pris 3 buts à domicile devant les mêmes Sévillans. Et avec un LOSC inexistant, sans imagination. Là, on a retrouvé un groupe concerné, un petit peu à l'image des pros, et qui a mené le bal, qui a fait un match de pleine intensité. Et on est arrivé au match avec ces joueurs-là. On a eu le temps de manger à l'hôtel avant de partir au stade, qui était d'ailleurs à 200 mètres de l'hôtel, donc on les a fait à pied. Et tous les gens regardaient ces jeunes avec un survêtement noir et le logo du LOSC, on se demandait qui c'était. Et on a vécu ce match ensemble. Et il y avait une espèce de correspondance avec ce que les jeunes pouvaient observer et penser. C'est-à-dire qu'on avait dit, après le match de l'après-midi, 0-0, on en souhaite autant aux pros. Et on est arrivé un petit peu avec ce style-là, surtout. Et si vous connaissez un peu l'ambiance qui règne là-bas au football club, on m'avait dit que c'était la plus belle ambiance d'Espagne. Moi, je ne suis pas déçu. C'est un peu le Liverpool d'Espagne. Et donc, on n'emmenait pas très large. Et puis, les joueurs disaient, pourvu qu'ils résistent, qu'ils fassent 0-0, ça fait toujours un point, etc. Et on a découvert, surpris, enchanté, un groupe très costaud, un groupe qui nous a sorti un match, je vais dire, d'une intensité rare. Parce que c'était un combat, on était au 5e rang. On voyait les duels, on voyait l'impact. Alors après, l'effet de jeu, évidemment, le penalty non sifflé, tout ce qui s'est fait après, le penalty accordé après consultation de la VAR, et puis le fait que le pressing lillois était efficace, puis on l'a vu sur la zone mi-temps, parce que les occasions séviennes sont extrêmement rares, si ce n'est la possession du ballon. Et on est un peu arrivé à les faire sortir de leur match, du fil du match. Et à commencer par leur entraîneur, d'ailleurs, qui les a beaucoup desservis, je ne sais pas si vous avez observé, qui était absolument fou sur sa touche, et ce qui a joué un rôle négatif pour son équipe. Et voilà, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'on n'a pas lâché du début à la fin, qu'à partir d'un certain moment, en seconde mi-temps, le résultat faisait plus de doute, on était complètement serein, on attendait le 3e but, puisqu'on l'a eu plus d'une fois au bout du pied. Et encore une fois, si je fais un parallèle avec le match de Paris, je dis que c'est un signe fort sur les progrès réalisés dans l'état d'esprit déjà, dans l'investissement de très haut niveau. Et ça peut être de très bon augure, comme le match de Paris en Ligue 1 et celui de Séville pour la suite de la Ligue des Champions, où on a encore un rôle à jouer. En tous les cas, voilà, une victoire à Séville dans l'état actuel des choses, une victoire qui ne prête pas à discussion. Je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Peut-être que ça restera dans la galerie des grands matchs européens du LOSC, comme la victoire à Milan d'il y a 13 ans, si je ne me trompe pas, Damien, ou bien la victoire contre Manchester au Stade de France, des matchs qu'on n'oublie pas. Et je pense que dans 10 ans ou dans 13 ans, on se rappellera d'une certaine soirée
à Séville. En tout cas, c'est un résultat qui a rebattu complètement les cartes au classement Oui, du et puis groupe. avec la victoire de Wolfsburg également. Ouais. Alors, je voulais par contre revenir sur les jeunes. Ils ont fait un résultat qui est très satisfaisant à Séville. Par contre, au classement, ils sont quand même pas très Alors, bien positionnés. Ça va être compliqué. ça va être beaucoup plus compliqué pour eux que pour les pros, je pense. Mm. Mais encore une fois, il faut prendre la Youth League comme elle vient. Il ne faut pas oublier que j'en discutais avec Stéphane Pichot sur le chemin du retour. C'est une épreuve qui nous est apportée par la performance de l'équipe pro. Mm. C'est pas une qualification qu'on va chercher. Bon, on la joue cette année sans vouloir diminuer le mérite des jeunes garçons. On n'a pas un groupe sur cette génération-là pour aller plus loin. Mais il faut remarquer que dans l'équipe qui a été alignée par Stéphane Pichot, Sepp Pinacchio, il y avait une charnière centrale de 16 ans, je crois. On a deux joueurs de 2005 qui ont dominé leur sujet d'une façon. J'étais assis à côté d'Olivier Létang qui me dit je ne les connais pas, qui c'est ces deux. Et voilà, je pense que la reconstruction de la formation, elle se fait aujourd'hui à partir de 2005. C'est malheureux parce qu'il va falloir attendre un peu, mais là, il y a très haute qualité. Donc, ça veut dire des ambitions mesurées, mais en tout cas, un excellent outil de formation que cette Youth League, si on résume. Ah oui, Ils vont cumuler de l'expérience pour l'avenir, et après, on ne sait jamais. Quoi. Comme on dit souvent, sur un malentendu, il y a peut-être une porte qui va s'entrouvrir pour pouvoir se glisser à travers. On y travaille, on a perdu quelques années en formation, mais ça, c'est notre sujet. Hein, mais non, on est obligé de repartir avec un peu une classe biberon par rapport à ce qu'aurait pu se faire si le travail de la formation n'avait pas subi d'interruption. Et ça, c'est une question stratégique qui nous sort du sujet de ce soir. Oui. Damien, comment tu l'as vécu ce match? Tu l'as regardé en direct à la télévision? Oui, bien sûr, ouais. Non, ben, j'étais évidemment très content et surtout pour ce que tu as rappelé au début, c'est qu'on va enfin arrêter de nous rebattre les oreilles avec cette statistique qui tournait depuis 2 ans et cette mauvaise campagne en termes comptables il y a 2 ans où on disait Lille ne gagne pas en Ligue des Champions, ça fait 10 ans, même si ça représente que 10 matchs. Je trouvais que ça a commencé à devenir lourd, d'autant que les prestations sur le terrain étaient effectivement compliquées. Voilà, c'était lourd, c'était cruel d'entendre ça, mais parce que c'était vrai aussi. Oui, on n'avait pas gagné depuis 10 ans en Ligue des Champions. Mais bon, après, sur le match, ouais, pas plus que je vais m'enflammer, enfin, pas plus que je vais tomber dans le catastrophisme plutôt après une défaite à Paris. Pas non plus m'enflammer sur une victoire, fut en Ligue des Champions hier soir, parce que j'oublie pas que la première mi-temps, pour moi, n'est pas bonne du tout. Qu'il y a beaucoup de déchets techniques, de mauvaises passes, de mauvais choix, des ballons balancés dans la surface pour les balancer. En revanche, la seconde mi-temps, bon, est très solide. Mais j'ai un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé aux alentours de la 35e minute où Séville a commencé. Alors, je ne sais pas si, comme Patrick le dit, c'est parce que l'entraîneur sur le banc était très agité. On a effectivement vu ça aussi à la télévision. Hein. Mais Séville a multiplié les mauvaises relances, les mauvaises passes, a reculé, alors même qu'on n'était pas très offensif. Et moi, je trouve que Séville nous a vraiment offert la possibilité de revenir déjà sur un penalty. Bon, on obtient un penalty, l'exploit d'obtenir un penalty sans entrer dans la surface de réparation. Et heureusement qu'il y avait ce joueur en face là, de l'année qui était bon malgré son expérience. Hein, c'est pourtant pas le perdreau de l'année, mais il nous a bien rendu service par une grande naïveté et puis peut-être un sentiment d'impunité lié aux actions précédentes. Mais voilà, la deuxième mi-temps vraiment très bonne dans l'engagement, dans la solidité, dans les coups de pied arrêtés défensifs. Tout a été renvoyé. Gerbic a rien eu à faire, hein, juste un arrêt en deuxième mi-temps. Mais voilà, ça n'a pas non plus été un match extraordinaire. C'est une grande performance, mais voilà, c'était un match intelligent et maintenant j'attends qu'à domicile on prenne le jeu à notre compte et qu'on fasse du spectacle. Christophe, alors le match de Séville, un exploit, un très bon match. Comment tu l'analyses en fait, cette première victoire depuis Bate Borisov? Moi, clairement, je pense que c'est un exploit. Parce qu'on était au tout début, quand on a tiré la poule, on a dit Séville, c'est gros, ça va être compliqué. On verra bien si on peut battre Wolfsburg ou Salzbourg pour se classer. Et tout le monde fait. Je trouve que Séville ne fait pas une super campagne malgré son classement en Liga. Et c'est quand même une grosse équipe qui ne prend pas beaucoup de buts.
Et contrairement à ce que dit Damien, moi je trouve que le match était une intensité assez importante et ça explique un peu les mauvaises passes, ça explique un peu On a réussi à faire déjouer Séville. Déjà à Lille, hein, au match aller, c'était un match très pauvre au match aller. Franchement, c'était très triste. Séville faisait des belles passes derrière, mais devant, il faisait des centres en touche. C'était un peu bizarre. Et donc là, on a réussi à les faire déjouer, mais plus haut. Et je trouve que c'était vraiment, au niveau d'identité, c'est super. On a eu des joueurs qui ont réussi à garder le ballon le temps qu'il faut pour remonter le bloc. Donc c'était intéressant parce que du coup, on a pu être dangereux assez souvent. Et ça, je trouve ça vraiment assez intéressant, la façon dont on a joué là-bas, quoi. Donc moi, je pense que c'est vraiment un exploit parce que tout le monde s'attendait au réveil de Séville, quoi. Et par contre, j'ai une mention spéciale pour l'arbitre. Je trouve que l'arbitre, il était tellement à la rue que je trouve que même lui, même à côté de lui, même Monsieur Delrue, Monsieur Hamel, c'est des bons arbitres, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le mec, il est vraiment nul, quoi. C'est tristesse. On n'a jamais vu. Enfin, le mec est en Coupe d'Europe quand même, hein, Coupe des Champions. Je sais pas comment ils les choisissent. Voilà. Après, il y a un adage au bistrot des LOSC, c'est quand un arbitre est mauvais, mais pour les deux côtés, finalement, il n'est pas si mauvais que ça, hein. Bon, je sais pas. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. Julien, comment tu as vécu ce match? Est-ce que tu as ressenti toi aussi un changement finalement de mentalité des Sévillans à la demi-heure de jeu qui est illustré par le comportement de l'arbitre? Alors sur Internet, donc sur le Facebook d'Alelos, c'est Olivier qui nous dit Séville est en pression au niveau comptable et que peut-être justement ils ont eu du mal à gérer cette pression curieusement, parce que c'est un club qui est tout à fait expérimenté à ce stade de la compétition. Ouais, je suis d'accord, ça peut être ça. Euh, En tout cas, j'ai vraiment apprécié l'attitude des joueurs lillois parce qu'ils rentrent quand même sur le terrain avec une grosse pression. Le match de Wolfsburg-Salzbourg avait eu lieu avant et ils savent que ce match, c'est malheur aux perdants. Donc, c'est quand même, tu vois, tu rentres sur le terrain. Autant avant, on dit ouais, un nul, ça peut être pas mal. Là, tu sais que si tu gagnes pas, tu es quand même drôlement mal barré. Et j'ai trouvé le début de match, certes brouillon, mais très dynamique, avec beaucoup d'envie. Et donc, pour aller dans le sens de ce que disait Patrick tout à l'heure, j'ai vu cette continuité avec le match contre le PSG. Et ça m'a tout de suite rassuré. Et malheureusement, mes espoirs ont rapidement été douchés par le premier but, parce que tu te dis, ce tacle de Diallo qui revient sur Enildo, tu voudrais le faire exprès, tu es incapable de le faire, c'est pas possible. Et pourtant, on le vit, et il y a ce but derrière, et tu te dis, bah, ça continue, quoi. C'est la malédiction habituelle de Lille en Coupe d'Europe. Moi, je ne dis même pas Champions League, je mélange toutes les Coupes d'Europe, parce que ça fait des années qu'on fait des bons matchs, qu'on est plutôt fiers de nous, que les commentateurs disent ah, Lille, ça joue bien au foot, et systématiquement, on perd les matchs, quoi. Et donc, moi, je voyais à nouveau cette spirale, et d'autant plus avec le péno qui n'est pas sifflé sur Jonathan David. C'était rigolo, j'ai suivi un peu les commentaires sur Twitter. Grégoire Margoton, il a tweeté, il a parlé du penalty le plus évident du 21e siècle. C'est quand même rigolo. Et c'était vraiment ça, c'est ce qu'on a vécu. Donc, si tu veux, face à ça, tu te dis, ouais, enfin, ça se termine jamais, en fait. On est maudit, on n'y arrivera pas. Et puis, il y a ce péno qui se siffle pas. C'est difficile de pas le voir un peu comme un péno de compensation. Et là, j'ai commencé à reprendre un peu espoir. Quand Iconé est parti seul au but en contre-attaque et a fait un dribble qu'on peut qualifier un dribble de la rue Masséna à 4 heures du matin en sortant d'un bar, là, je me suis dit à nouveau, oh là là, mais non, si on rate des trucs pareils, on va jamais y arriver. Et puis après, bah, il y a la fin de l'histoire, il y a cette deuxième mi-temps qui est vraiment maîtrisée. Il y a tous ces joueurs qui perdent pas l'envie. Et puis, il y a ces changements. Très sincèrement, je pense que si Jocelyn Gourvenec ne fait pas le changement Wea Yazice en fin de match, on gagne peut-être pas. Parce que j'ai vraiment trouvé que Youssouf, il a été là, très présent, il les a vraiment fait chier dans la relance en fin de match. Il s'est pas échappé, il n'a pas ménagé ses efforts. Alors que Wea est peut-être, on verra dans les tops et les flops, mais le joueur le plus faible du match hier. Et j'ai trouvé ce changement vraiment fort à propos. Donc c'est clairement une victoire de notre entraîneur aussi hier. J'ai l'impression que nous avons perdu Patrick. On n'attend pas Patrick?
On n'attend pas Patrick. Il va certainement se reconnecter. Je vous propose, en attendant son retour, Et juste une qu'on... chose, peut-être, juste une chose, quand même, on n'en parle pas. Les 7 minutes d'arrêt de jeu qui deviennent même 8 minutes parce qu'il y a eu des cartons pendant ces 7 minutes. C'était quand même irrespirable. J'ai entendu Patrick qui disait que c'était très maîtrisé, etc. Moi, j'étais dans un bar à Verdun, seul supporter lillois. J'étais debout, en train de gesticuler comme un malade et j'en pouvais plus, quoi. C'était quand même insoutenable, ces 8 minutes. Il faut quand même le dire. Alors, je vous propose donc, rapidement, donc, sur un tour de table, la rubrique des tops et des flops. Alors, peut-être un ou deux joueurs lillois à mettre en avant. Et peut-être en profiter du tour de table pour finalement nous faire part de vos nouvelles ambitions par rapport au classement. Est-ce qu'on peut raisonnablement espérer une qualification en huitième de finale? Ou malgré le fait que nous soyons deuxième à l'issue de cette quatrième journée, le groupe reste ouvert et rien n'est fait. Qui veut commencer? Damien, peut-être, tu veux... Bah, sur les tops, oui, moi j'ai apprécié collectivement l'équipe en seconde mi-temps. Alors s'il faut dégager deux joueurs, moi je pense spontanément à Reinildo et à Thiago Diallo qui, je trouve, ont fait un match superbe dans l'envie, dans la propreté. Enfin, c'était vraiment un peu dans la continuité d'ailleurs de leur performance à Paris. Après, bon, Wea a été un peu moins en vue, de là en faire un flop, peut-être pas, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Julien. L'entrée d'Yazici a fait beaucoup de bien. De même que l'entrée d'Onana, alors que sur le coup, quand il a sorti Renato, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement, c'était pas con, quoi, parce que Onana a récupéré pas mal de ballons et peut-être que Renato était un peu moins bien physiquement. Enfin, j'ai trouvé, donc du coup, ça me permet de mettre Gourvenec en top, voilà, du coup, je me permets de le dire. Et ouais, du coup, ça reste ouvert. Alors, peut-être pour refaire le lien avec ce qu'on disait avant, ce sera un exploit, en tout cas, on le gardera en mémoire comme tel, si on parvient à se qualifier, parce que si derrière, c'est une victoire sans lendemain, on ne gardera pas le même goût de cette victoire. Encore une fois, ça dépend toujours de ce qui se passe après. Mais en tout cas, c'est sûr que là, tout est relancé et que voilà, c'est formidable. On ne s'attendait vraiment pas à cette chose-là. Et si je peux me permettre, mais je vais laisser le tour de table, je voudrais revenir sur l'arbitrage, ou plutôt les commentaires sur l'arbitrage. Oui. Ah, je pensais que tu enchaînais sur l'arbitrage. Non, c'est pour après, tu le gardes pour après. C'était un teaser, d'accord. Alors, Si c'est possible. n'hésite pas à me le rappeler des fois, embarqué par l'émission, on oublie d'y revenir. Julien, toi aussi, ta liste de top et des flops et tes nouvelles ambitions pour la Champions League. Et en parallèle de la remarque de Damien concernant Jocelyn Gourvenec, moi j'ai réussi à voir sur les réseaux sociaux des gens qui continuent à critiquer Gourvenec en critiquant ses choix de remplacement malgré les résultats et malgré moi des remplacements qui m'ont paru tout à fait opportuns, en tout cas tout à fait efficaces. Qu'en penses-tu, Julien? Eh ben, je pense la même chose que toi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc pour moi, les tops, je suis d'accord avec Damien, Diallo, Reinildo, je les ai trouvés très, très, très forts hier. Ils m'ont vraiment fait plaisir. Iconé reste Iconé, c'est-à-dire, pareil, j'ai lu un tweet qui était drôle. C'était un truc, c'est pas exactement ces mots-là, mais il disait, si tu fais, si tu fais la compile des ballons perdus par Iconé ce soir, tu le vends à Vannes. Et si tu fais la compile de ces bonnes occasions, tu le vends au Real Madrid. Et c'est exactement ça, quoi. C'est incroyable comme il peut faire des trucs complètement pourris, comme cette contre-attaque seule où tu te dis, bah, il va marquer, et on dirait un mec bourré sur le terrain. Et à côté de ça, il fait des trucs, mais brillantissimes, d'une technicité incroyable. Donc je le mets quand même dans mes tops parce que cette technicité, son côté très brillant et flamboyant par moment, a vraiment apporté quelque chose. Je mets évidemment Jonathan David, mais je mets Jonathan David à tous les matchs, donc ça compte même plus parce que ce joueur est juste incroyable. Et puis je mets Jocelyn Gourvenec comme top, parce que déjà dans son attitude, tous ces supporters qui le critiquent parce qu'ils le trouvent mou, etc. À la vache, si tu n'as pas vu un mec qui gueulait et qui en pouvait plus sur les buts, c'est que tu n'as pas regardé le match. Donc ça, j'ai aimé cette attitude conquérante qu'il avait. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est très bon changement avec la rentrée de Yazice et la rentrée d'Onana. Je suis d'accord aussi. Et j'ai pas de flop hormis l'arbitrage parce que vraiment ce mec est pas au niveau. Au début, j'ai crié au complot quand il a pas sifflé le péno sur Jonathan David. Et ça n'a rien d'un complot en fait. C'est pas un complot, c'est juste qu'il est pas bon quoi. Il est juste pas bon.
Christophe, est-ce que tu veux... Et pour la qualification, tu y crois ou tu es Alors, encore sceptique? non, la qualification, je suis toujours, je reste sceptique parce que pour l'instant, on est trop fragile. On vient d'enchaîner 2 bons matchs. Donc, sur ce rythme-là, et avec ce Lille qui est le Lille de l'an dernier, finalement, avec Mike Maignan en moins, et c'est pas rien, Mike Maignan en moins, parce qu'en effet, s'il y avait un flop à mettre, Garbage, il me rassure pas. Il me rassure Ah non. toujours pas. Dans les sorties aériennes, il n'est pas là. Le premier but, il n'est pas pour lui, mais pas loin. Enfin, franchement, c'est pas Mike Maignan en tout cas. Ça, ce qui est sûr, c'est que c'est pas Mike Maignan. Je sais pas si c'est un mauvais gardien, mais c'est pas Mike Maignan, ça c'est sûr. Donc il y a ce sujet-là. Et donc ce Lille de l'an dernier, bah, je dis exactement la même chose que quand on a eu le tirage au sort, c'est-à-dire que c'est un Lille qui peut sortir de cette poule. Donc moi, je pense toujours la même chose. Mais il faut se mettre au niveau du Lille de l'an dernier, ce qu'on a vu contre le PSG, ce qu'on a vu contre Séville hier soir. C'est-à-dire des mecs qui en veulent, des mecs qui sont solidaires, des mecs qui compensent. Un Jonathan David qui est devant, mais que tu retrouves à un moment dans la surface de réparation parce qu'il n'a pas lâché le mec sur qui il était, qui avait le ballon. Enfin, voilà, c'est ça qu'on veut voir et qu'il faut voir pour aller au bout. Donc à cette condition-là, oui, je pense qu'on se qualifiera. On fera nul contre Salzbourg et on gagnera contre Wolfsburg et on se qualifiera. Mais il faut être à ce niveau-là. Et je pense que le Money Time, c'est pas le Money Time, mais le révélateur, pardon, ce sera Angers ce week-end. Si on fait une Brest ou une Clermont contre Angers, c'est que ça n'a toujours pas changé, que le groupe n'est motivé que par les grands matchs. Qui connaît Bamba, ils étaient motivés parce que c'est des enfants d'Île-de-France, ils sont toujours motivés quand ils jouent contre Paris et qui sont motivés aussi quand ils jouent en Champions League. Et puis on va jouer à Angers, ils ne seront pas motivés et ça va être bidon, quoi. Donc j'attends de voir, je ne peux pas dire autre chose que j'attends de voir. J'ai aucune certitude pour le moment. En attendant le retour de Patrick qui est en train de solutionner son problème technique, Christophe, ton analyse de ce match joueur par joueur et tes ambitions pour le futur de Lille en Europe. Moi, Reinildo, moi, je trouve que je mettrais un flop et un top, hein, parce que les 20 premières minutes ne sont pas bonnes du tout. Et il est bon après, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment 2 phases dans son match. Et à Paris, c'est pareil. Il y a une phase où il n'est pas terrible non plus. Je trouve qu'il est moins constant que l'année passée. Moi, je mettrais un gros top à Font. Parce que si Font n'est pas là en début de match pour couper les ballons, pour aller chercher les gars, je pense qu'on est à la rue, quoi. Et je pense que Font, c'est vraiment, quand il est à ce niveau-là, qu'on est vraiment à l'aise à l'arrière, quoi. Et c'est un peu inquiétant parce que il va plus rester 10 ans, quoi. Donc, il faut peut-être trouver d'autres solutions. Mais voilà. Je suis d'accord avec Ikoné Bamba, qui ont été très bons. Et Ikoné Bamba qui sont très bons, c'est pas tous les jours, donc c'est bien de le souligner. David est toujours très très fort. Renato au milieu, il n'y a rien à dire. André, il y a eu des phases. Mais bon, après, l'autre reste de l'équipe, c'était bien, quoi. C'était vraiment bien. J'ai un gros bémol sur Garbage aussi. Comme dit Julien, Garbage, j'ai vraiment du mal. Hein, parce que ce premier but, si vous voyez la balle, elle arrive et il la repousse. Mais si vous voyez ses mains, à aucun moment, il veut la bloquer, quoi. Il veut vraiment la repousser devant lui, quoi. Dans la surface. Mais t'es où, là? Sérieux? Repousse-la sur le côté, ou bloque-la, mais repousse-la pas devant toi. Enfin, c'est très bizarre, ce gardien. Et derrière, en fin de match, il va faire un arrêt, ou un tir de loin avec un rebond, un truc un peu chiant. Il saute, il attrape. Bon, c'est un peu lui, il connaît dans les buts, quoi. C'est-à-dire qu'il peut faire une grosse connerie, mais à côté de ça, il peut être très bon. C'est très déstabilisant, quoi. Et pour l'avenir du club en Coupe d'Europe? J'y crois. Franchement, j'y crois. Vu qu'ils choisissent leurs matchs, je pense qu'ils vont choisir les matchs contre Salzbourg et Wolfsburg, et parce qu'ils veulent faire un huitième de finale. Donc, moi, je pense que si Font ne se blesse pas, on passe. Non. Très bonne nouvelle, on a retrouvé Patrick après son problème technique. Donc, re-bienvenue Patrick. On était en train d'évoquer... Ouais, on parlait de Séville, et notamment des joueurs qui avaient marqué le match selon le tour de table et ponctué avec finalement les nouvelles attentes par rapport à l'avenir du LOSC en Europe cette année. Les joueurs, j'ai bien aimé Bamba, pour une fois. David égal à lui-même, hein, qui est maintenant un leader d'attaque très intéressant. Et Diallo aussi. Il faut souligner la façon dont il commence à s'imposer à un poste qu'on pensait réservé entièrement à Botman. Avec d'autres qualités, il s'impose et il fait le job d'une façon assez remarquable, à mon avis. Après, dans l'intensité, la volonté,
Et l'esprit collectif, il faut féliciter tout le monde. Sanchez plutôt par intermittence. Hein. Et puis, bon, j'ai toujours un petit doute sur notre gardien. Parce que quand même, le premier but, hein, enfin, l'ouverture du score, il y a certainement moyen de faire autrement. Bon, j'étais assis avec Grégory Bambé. Bon, on a un petit peu évoqué la question. Mais bon, voilà, autrement, bon, dans une prestation comme celle-là, je crois qu'il faut mettre le collectif avant tout. Et puis, bravo à tous. Ouais. Pour la suite de la compétition, je suis de l'avis que ça. Moi, je suis assez optimiste. C'est une prestation à refaire, hein, dans le même niveau. Mais je pense que cet état d'esprit-là et les qualités propres qui sont les nôtres, on peut très bien aller gagner à Wolfsburg. Ce qui veut dire que le match contre Strasbourg du 23 novembre va être d'une importance cruciale. J'en profite pour alors d'abord pour ponctuer peut-être ce tour de table. Moi, je voulais vraiment insister sur l'expérience des Lillois, du bloc lillois qu'ils ont pu démontrer contre Séville. On a souvent regretté le fait que dans les matchs européens, ils se faisaient manger un peu à l'expérience par des équipes parfois beaucoup plus jeunes qu'elles, comme par exemple l'Ajax Amsterdam. Et là, ils ont su résister aux provocations espagnoles, ils ont su rester dans leur match et ils ont su rester solides en défense collectivement. Et c'est certainement ça aussi qui a fait que le résultat est favorable et que Lille a récupéré toutes ses chances pour se qualifier au prochain tour en Ligue des Champions ou au pire en UEFA si ça devait mal se passer. Sur les réseaux sociaux, on a Vianney qui nous dit que si on bat Salzbourg, on joue l'Europa League minimum. On a Olivier qui prédit que nous allons battre les Autrichiens et faire un nul en Allemagne. Et ça me permet de rebondir en vous signalant que les Dogs du Net organisent le déplacement à Wolfsburg. Wow. Donc, on partira en bus à 6 h du matin de Tourcoing. Et sur le retour, on essaiera de faire un petit live bistrot si on est quelques-uns à y aller ensemble. En tout cas, on va essayer de vous préparer quelque chose dans le bus du retour si on est en état de faire quelque chose pour faire un live correct. Quand je dis en état, je parlais de connexion, bien évidemment. Évidemment. Ne soyez pas médisants. Il est temps de passer à la troisième partie de... Il y a l'arbitre, François. L'arbitrage. L'arbitre, excuse-moi, Damien. Voilà, tu vois, j'avais prévenu qu'il fallait me le rappeler. Damien, je te laisse revenir sur l'arbitre. Excuse-moi, je voulais juste revenir sur cette question d'arbitrage parce que je ne suis pas hyper à l'aise avec ça. Hier, bon, les arbitres ont considéré qu'il n'y avait pas faute sur la première faute sur David. Ils se sont probablement trompés, je pense qu'on l'a tous vu. Mais encore une fois, comme quand tout à l'heure, j'essayais de pas trop insister sur la touche Neymar-Chelik, moi, ce qui m'intéresse sur cette action, au-delà du penalty sifflé, pas sifflé, c'est que ça vient de la première action du match où on avait trouvé un décalage et un espace côté droit, le crochet avait été réussi. Je préfère souligner ça, les questions de jeu, parce que c'est sur ça qu'on a une prise et sur lequel on peut travailler. Et finalement, cette action du penalty, je suis pas sûr qu'elle est pas davantage perturbé Séville. Je pense que ça nous a peut-être été favorable. Ça a été une espèce d'avertissement qui a peut-être perturbé l'équipe de Séville pour la suite du match. Mais sur les questions relatives à l'arbitrage, je suis vraiment très peu à l'aise. Et je voyais hier, moi j'ai regardé le match sur RMC, sur un streaming qui passait RMC. À la mi-temps, lors du peu de moments où on est revenu sur la première période, c'était pour montrer 5 ralentis avec cette question pénaux, pas pénaux. Et quand j'ai jeté un œil sur les réseaux sociaux, la plupart des comptes auxquels je suis abonné, pareil, étaient bloqués sur cette question, mais moi qui me semble vaine, en fait, c'est tout, c'est fini, l'arbitre n'a pas sifflé. Disons-nous qu'il faut reproduire ce qui a perturbé la défense à ce moment-là et parlons du jeu. Et moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que j'ai l'impression que le commentaire sur le football, de plus en plus, est un commentaire de réarbitrage et même des gens très, très compétents et très sérieux comme Grégoire Margoton, comme on le rappelait tout à l'heure. Et je trouve que ça ne provoque que du ressentiment et de la frustration. Stéphane Guy et Eric Dimeco, hier sur RMC, c'était ça tout le match. Ils demandaient tout le temps des ralentis pour voir s'il y avait corner, pour voir s'il y avait touche. Stéphane Guy a même ironisé sur les lunettes que l'arbitre n'avait pas. Stéphane Guy qui a passé la soirée à confondre Ikoné, Wea et David. Et en revanche, à la fin, plus un mot sur l'arbitrage parce que Lille avait gagné. Donc, c'est peut-être lui qui avait... Quand on perd. Donc voilà, sauf scandale absolu, style Giggs 2007,
je suis toujours très mal à l'aise vis-à-vis des questions d'arbitrage, même si je suis d'accord que ça fait partie du match, mais il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans, en fait. Ah, mais Voilà. elle est quand même, elle est grosse celle-là, Damien, quand même. Elle est énorme. Ah, Elle est énorme. moi, Il y a un angle où on ne le voit pas bien, mais l'angle où tu le vois vraiment, quand tu vois à quel point avec son cul, il embarque le genou de David, il emmène tout. Ah, mais c'est pas possible, c'est juste pas possible en fait. Surtout quand tu as une caméra. Enfin, le problème, moi j'ai dit la VAR en premier avant l'arbitre. C'est impossible de pas voir ça. C'est stupéfiant quoi. La C'est VAR, quoi le problème? elle sert à rien. Et moi, je voudrais le micro sur l'arbitre pour qu'il explique pourquoi il ne suit pas penalty. Ah, c'est faute du coup, c'est pas bon, c'est faute du cul, il a le droit. Non, mais c'est n'importe quoi. Mettez un micro pour qu'il nous explique ça. Comme pour Bourak à Paris. Et Kipembe, il prend la cheville de Bourak. Ouais, mais il prend aussi le ballon. Ah, d'accord, ok, donc il n'y a pas faute. C'est n'importe quoi. À Paris, elle est énorme aussi la faute. pour en Je finir pense avec... je pense qu'il manque l'explication de l'arbitre pourquoi il a décidé de faire ça. S'il y a ça, on n'en discute pas. Mais s'il y a... Alors, je suis hier soir, il aurait pu expliquer tout ce qu'il voulait. Pour moi, il était complètement à la rue. C'est peut-être bourré, je ne sais pas, mais il y avait un problème. Il y avait vraiment un gros problème. C'est même pas vrai. Enfin, là, on est en train de parler d'autre chose, mais regarde l'arbitrage au rugby. Même sur des mauvaises décisions, à partir du moment où tu fais de la pédagogie, où tu expliques le pourquoi, tu contestes pas. Même si tu n'es pas d'accord avec le pourquoi, à partir du moment où c'est expliqué, tu contestes beaucoup moins. C'est la force de l'explication au rugby, et c'est ce qui manque au foot depuis toujours, en fait. Clairement. Enfin non, parce que dans les années 80, un Wurtz, quand il sifflait, il expliquait pourquoi il l'avait fait. Et c'est aussi une perte de l'arbitrage et de la substance de l'arbitrage, en fait. Enfin, c'est pas le sujet, François, je crois. Voilà, pour en finir avec ce débat intéressant, il faut au moins dire qu'avec cette faute ou pas faute du postérieur du défenseur sévillan, c'est une des premières fois où une action offensive des Lillois ne se termine pas par un arrêt du gardien, mais par l'arrêt du défenseur. Je vous propose de passer à la troisième partie de l'émission. Avant tout, la petite question de la semaine qui permettra au plus rapide de nos internautes de gagner 2 places pour le match de Lille-Angers samedi à 17h. Alors, je vous rappelle, il suffit de répondre rapidement à la question et d'être titulaire, bien sûr, du pass sanitaire pour pouvoir rentrer au stade. La question, elle va faire référence à l'exposition Lambersart Berceau du LOSC dont nous allons parler tout de suite. Alors, attention à nos amis Damien et Patrick de ne pas donner d'indices. Alors, dans cette exposition, on peut y voir le trophée de la Coupe latine en 1951, enfin de finaliste de la Coupe latine, qui est une compétition qui finalement donne un titre honorifique de vice-champion d'Europe au LOSC, un des premiers en France. C'est une compétition qui se déroulait avec une demi-finale et une finale. Donc la finale, Lille l'a perdu 5-0 contre le Milan AC après avoir dû jouer un double match en demi-finale contre le Sporting de Lisbonne. Un premier match qui a duré 120 minutes avec prolongation, qui s'est terminé sur le score de 1-1. Un deuxième qui s'est terminé 6-4 au bout des prolongations. La question, elle est simple. Le premier qui répond sur les commentaires du groupe Facebook remporte les 2 places. Quel est le meilleur buteur lillois de ce tour final? Et accessoirement, combien de buts il a marqué durant la compétition? Vous pouvez répondre à la question. Pendant ce temps-là, nous allons pouvoir aborder la troisième partie de l'émission. Il est 21h25, on a été très bavard. Donc, troisième partie, Lambersart Berceau du LOSC, c'est le nom de l'exposition qui se déroule du 4 septembre au 7 novembre, donc jusque dimanche, au Colisée de Lambersart. Une exposition qui était ponctuée le 22 octobre dernier par une conférence co-animée par Damien Boone et Patrick Robert. Quel heureux hasard. Donc, on voulait profiter de l'occasion d'évoquer cette exposition, peut-être donner envie aux supporters lillois d'aller s'y rendre pour ces quelques jours qui restent et d'évoquer finalement l'origine de l'exposition. Qui a eu l'idée de faire cette exposition Lambersart Berceau du LOSC, Patrick? Pour tout dire, c'est moi. Enfin, lors d'une conversation avec le nouveau maire de Lambersart, qui m'avait demandé quelques conseils en matière de football et puis d'événements marquants pour la commune. Donc, j'ai fait cette réponse. J'ai dit, vous savez certainement pas que le LOSC est champion de France, puisque à l'époque, il le l'est.
Si on refait toute l'histoire, son origine part très loin, par des liens ancestraux, à partir du début du football à Lille, tout club confondu. C'est Lambersart, puisqu'on peut considérer que le début du football lillois se situe dans un périmètre qui partirait du boulevard Vauban jusqu'à l'avenue des Pauvres. Donc, c'est relativement voisin, avec la Deule qui les sépare, et de chaque côté, un stade. Voilà. Et d'ailleurs, partant d'un document l'appui, on a pu montrer cette exposition. Ensuite, Damien, on a fait en sorte de donner des aliments à cette affirmation qui dit que, contrairement à ceux qui pensent que le LOSC a ses origines à Fives, tu te souviens de l'aventure du football lillois qui est parti du boulevard Vauban, qui est arrivé à force de fusion, de création de club et d'éléments où la Deuxième Guerre mondiale a joué un rôle important aussi. Voilà, est arrivé en 1944 à créer le club que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, notre conférence, Damien et moi, s'est arrêté au moment où le LOSC a vu le jour. Après, c'est toute notre histoire. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais on t'entend un peu mal, Patrick. Je ne sais pas si tu as changé quelque chose par rapport à tout à l'heure. Ah non, non. C'est bon là. C'est un peu plus fort, on dirait. C'est un peu plus fort. Bon. Bon, on va... Question pour Damien. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un début de polémique lors de l'exposition en fait, entre les Figeois et les Lambersartois qui revendiquaient la genèse du berceau du LOSC. Oui, en fait, c'est lié à une fresque qui a été récemment inaugurée dans le quartier de Fives, pour laquelle, lors de l'inauguration, quelques anciens du titre de 2011 se sont déplacés. Je crois qu'il y avait Franck Beria, Mathieu Debuchy, Michael Landreau. Mais je dis ça, mais c'est Patrick qui m'a raconté ça. Donc, peut-être Patrick qui pourrait mieux en parler que moi. Je crois que le maire de quartier de Fives voulait attirer l'événement en disant que Fives était le berceau du LOSC. Et c'est là que Patrick a dit attention, factuellement, c'est pas exactement ça. Et c'est plutôt Lambersart qui, géographiquement et institutionnellement, comme l'a rappelé Patrick, est davantage lié à l'histoire du LOSC avant que le LOSC naisse. Hein. Donc, oui, petite polémique, ou en tout cas, on a évité un incident diplomatique entre Fives et Lambersart. Ils sont d'ailleurs deux clubs. Les relations restent courtoises. D'ailleurs, il y a dans l'exposition, il y a une espèce de panneau avec une espèce d'organigramme qui explique les différentes fusions, scissions entre les clubs et qui démontre bien qu'il y a la période finalement presque préhistorique du LOSC, hein, avec les relations façon je t'aime moi non plus entre l'Iris, Lambersart et l'Olympique lillois et la création du LOSC avec la fusion entre Fives et ce qui était devenu l'Olympique lillois. Mais juste avant, il y avait une fusion avec Lambersart. Et qui a été, on va dire, les prémices. Une fusion Olympique lillois et Iris Club de Lambersart pendant la guerre. Hein, c'est la première fois que le projet d'un grand club à Lille dans les Cauchemars, qui était le président de l'époque, a vu le jour. Ensuite, il a pensé plus haut, il a dit bon, on s'est jumelé avec Lambersart, pourquoi pas demain avec lui. Mais en aucun cas, Fives n'avait joué le moindre rôle auparavant. Fives existait de son côté. Puis, voilà. Donc, on est bien dans la ligne du nom de l'exposition. Alors, il y a des réponses à la question de la semaine sur le meilleur buteur lillois de la compétition de la Coupe latine. Alors, on a Olivier qui nous parle de Chambarat, qui d'ailleurs, il tente plusieurs fois sa chance. Il évoque Sommerlin et il évoque Biel. Pour l'instant, il n'a pas trouvé la bonne réponse. Hein, donc, il faut qu'il continue à chercher. Il est sur la piste, mais en tout cas, on va donner un indice. Ce n'est pas Jonathan David. Voilà. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. C'est cadeau. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors cette exposition, elle
elle fait poser une question sur un projet dont on commence à entendre parler autour du LOSC, c'est la création d'un musée du LOSC. Alors là aussi, je me retourne vers Patrick, hein, parce que quand on parle de projets comme ça, on trouve souvent Patrick derrière la porte. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel est le projet? Où se trouverait-il ce musée? Et dans quel horizon on pourrait s'attendre à le voir ouvrir? Alors, la dernière question, difficile d'y répondre, enfin, je vais y venir. Bon, sans être trop long, enfin, c'est un serpent de mer, hein, c'est un projet actuel. On avait travaillé dessus déjà avec Michel Sédou. On avait trouvé l'endroit avec Michel Sédou. Donc, l'endroit pour répondre à cette question-là, ce sera le domaine de Michel. On considère que le LOSC habite Luchin, le cœur du LOSC, c'est Luchin. Deuxièmement, parce que aussi, il n'y a pas les locaux adaptés au Stade Pierre-Mauroy. Et troisièmement, parce que le Stade Pierre-Mauroy, on n'en est que locataire, comme chaque année. Et que, voilà, ce serait permettre à notre société de bénéficier de la visite au musée qu'on aurait créé toute pièce. Voilà, tout ça, c'est un petit peu. Il y a un côté politique. Toujours est-il qu'on connaît le bâtiment de Luchin, vraisemblablement cette espèce de grosse maison qui est posée sur le parking administratif, là, pour ceux qui connaissent bien le domaine. Il suffira de la débarrasser et de mettre tout ce qu'il y a dedans ailleurs. C'est autre chose. Alors, donc, avec les années Lopez, bon, c'est un projet qui a été complètement abandonné, puisque ça avait sans doute beaucoup d'autres choses à penser. Et là, j'en ai reparlé à Olivier Létang peu après son arrivée, et j'ai eu une oreille complètement attentive, tout à fait différente de celle de Gérard Lopez, en disant il faut le faire. C'est normal, dans un club, il faut un musée, etc. Il m'a envoyé à Rennes, je suis allé à Rennes il y a un mois à peu près, voir ce qui se faisait, et je voudrais encore aller à Nantes, à Lyon, faire un petit résumé global, voir dans quelle mesure on peut. Bon, Nantes, c'est un palmarès inférieur au nôtre. Nantes et Lyon, on est à peu près. Enfin, Lyon est supérieur, mais on est dans la même famille de clubs, dans l'historique, dans le fait d'avoir gagné la Coupe, le championnat, etc. Donc, je ferai un petit comment dirais-je, petit rapport sur ce que j'ai vu, sur ce qu'on peut faire, parce qu'évidemment, le fait d'avoir le local et d'avoir le matériel à mettre dedans, ça ne résume pas tout, ça va demander un petit peu de sous. Et on va certainement faire appel à des mécénats, comme par exemple à Rennes, c'est Orange qui a financé le musée. Voilà, donc c'est une réalité. Alors, à quelle échéance, je serais capable de vous le dire. J'en ai fait un de mes derniers buts de ma carrière. Alors, il est possible que j'arrête ma carrière de président d'assaut avant, et que si le musée n'est pas fait, que je continue spécifiquement la mission de créer le musée. Alors, ce sera forcément avec Jacques Verhaeghe, avec Damien, il viendra y mettre sa petite souche de chercheur, et puis également avec tous les supporters de bonne volonté qui vont déjà contacter en disant ben voilà, moi j'ai trouvé ça, moi mon grand-père il y avait ça, et on va faire un appel au peuple. Je suis persuadé que dans les greniers, les salons de quelques vieux supporters, il y a des trésors. Et déjà avec ce qu'on a, nous, et à Luchin, dans des pièces bien fermées à clé, il y a de quoi faire. Donc, je suis optimiste. Donc, finalement, tu réponds avant que je pose la question de Stéphane Cateau, qui était notre invité il y a quelques semaines ici, et qui nous demandait si, pour le musée, une initiative portée par les supporters peut être envisagée pour booster ce projet. Tu viens d'y répondre, en fait. Vous allez faire un appel au peuple. Voilà. Bon, l'initiative des supporters, elle peut avoir plusieurs visages, hein, nous amener des objets, mais aussi participer d'une certaine manière. Il peut y avoir un secteur du musée consacré à l'histoire des supporters, avec des photos de supporters, avec des anciens déplacements. Tout ça, ça peut. C'est une œuvre collective en même temps, le musée. Julien, Christophe, vous avez des questions sur ce sujet? Non, moi je trouve juste super d'imaginer un financement participatif où l'ensemble des contributeurs qui seraient des supporters auraient leurs photos et leurs noms, par exemple, à l'entrée de ce musée. Je trouverais ça incroyable. Ce serait génial. Plutôt qu'Orange. Ça ne me fait pas trop envie d'imaginer que c'est Orange qui finance le musée du LOSC. Autant mettre du rouge et blanc. Ouais.
Ça fait du rose. Ouais. Christophe, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet d'exposition, de musée? Moi, je suis un peu honteux parce que je ne suis toujours pas allé à l'Expo parce que chaque week-end, j'ai du football à la maison. Le samedi et le dimanche, c'est un peu pénible. Vous des invites. Dépêche-toi parce que tu vas devoir attendre l'ouverture du musée et on n'a pas eu de date. Hein. Et ça n'a pas l'air proche, ouais. Donc, non, faut que je vais essayer d'y passer dimanche, mais c'est pas gagné. Bah, Mais, dimanche, quoi, dimanche, c'est fermé? non, non, Ah non. ouais, bah, d'accord, Justement, c'est ce sera la dernière journée d'ouverture et ce sera lié au match d'anciens qui se jouera au Stade Villefranche. C'est à quelle heure le match À d'anciens? partir de 17h30. On va essayer de 17h30? reculer un petit peu parce qu'on a quelques joueurs qui sont encore coach ou techniciens dans ce club dimanche après-midi. Mais à partir de 17h30. Bon. Et c'est vraiment important parce que bon, j'ai 44 ans, je fais partie de ces gamins qui ont eu 3 versions, je pense, du bouquin de Jacques Verhaeghe et de Patrick Robert. Ça a été, voilà, ces bouquins sur l'histoire du LOSC, ça a été mes livres de chevet pendant des années. Et voir en vrai ce que sont ces maillots qu'on a vus en photo, ce que sont ces trophées qu'on a vus en photo, c'est important. Et puis Patrick le rappelait tout à l'heure, c'est ce qu'ont aujourd'hui tous les grands clubs. J'ai fait le musée de Barcelone. Il y a un musée du sport, pour le coup, c'est pas le musée du PSG, mais il y a eu longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait le musée du sport au Parc des Princes avant. C'est des musées qui sont extrêmement émouvants en plus. Et pour la pérennisation de cette histoire, et puis on a une vieille histoire parce qu'elle a commencé en 44 et elle a commencé sur les chapeaux de roue, pour que les gamins se sentent sensibles à ça, il faut un musée. Parce que moi, 44, ça me parle, puisque mes grands-parents m'ont parlé de ça. Mes 2 grands-pères ont porté en triomphe rue Fédère les joueurs qui revenaient d'avoir gagné la Coupe de France, par exemple. Comme ils me l'ont raconté, 44, pour moi, c'est pas si loin. Mais je parle de 44 à mon fils, il me regarde avec des yeux comme ça. On est en 2021 aujourd'hui. Donc je pense que c'est plus que nécessaire, c'est quasiment obligatoire ce musée. On en a besoin et vive le financement participatif sur ce truc-là. Moi, je serais le premier à mettre des ronds sur un musée comme ça si j'ai ma photo et mon nom à l'entrée. Je serais ravi. Donc, Damien, là, je suis d'accord. Pardon, excusez-moi. J'étais d'accord sur l'idée. C'est vraiment une très très bonne idée et j'aime bien aussi, moi, plus que les maillots, tout ça et compagnie. J'aime bien, c'est quand il y a des images d'époque, comme ils font dans certains musées où ils font un peu, voilà, il y a des vidéos qui tournent, des choses, des grandes images. Et je trouve que ça fait bien plonger dans une époque. Et ça fait vivre le rythme aussi, parce que quand on voit les images à la télé, on se dit, purée, ça joue à 2 à l'heure. Alors que quand c'est remis en bonnes conditions, on voit quand même qu'il y avait du jeu et que c'était pas si mal que ça, quoi. c'est exactement ce qu'il y a à l'exposition de Lambersart. C'est pour te Je sais donner pas si je envie vais y d'y aller aller. dimanche. Dépêche-toi d'y aller. Damien, avant que je te pose une question d'un internaute sur le forum à LOSC, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet de l'exposition ou du musée? Bah, moi, je trouve que c'est une très belle idée, évidemment, parce que le patrimoine, la culture, l'histoire du LOSC, je trouve, existe surtout à travers l'abondante et riche production littéraire de Patrick, hein, mais qui n'est pas forcément accessible à tout le monde ou à ceux qui ont un rapport à l'écrit un peu plus distant ou à la lecture. Et donc, ouais, c'est une super idée, et d'autant que enfin voilà, je trouve que l'histoire du LOSC est extrêmement riche et j'irais même avant ce que dit Julien, même avant 44. Hein. Je pense qu'on peut inclure dans le musée, ce sera à discuter avec Patrick, avec Jacques, etc. Les ancêtres du LOSC, hein, l'Olympique Lillois, le Sporting Club de Fives, et finalement montrer que le foot à Lille a toujours été un cas d'école de tout ce qui scande l'histoire du football, tout ce qui scande l'histoire du football, qui s'inscrit toujours dans un contexte social, politique, économique un peu plus large. Hein. Déjà, le travail d'Henri Joris dans les années 20 pour institutionnaliser le football et montrer à quel point les footballeurs de l'Olympique Lillois avaient été exemplaires durant la Première Guerre mondiale. Les problèmes entre amateurisme et professionnalisme auxquels ont été confrontés Joris et Hainaut, les grèves de joueurs pour des transferts. Hein. Jean-Vincent avait été très, très impliqué quand il était au LOSC. Et puis d'un point de vue économique, hein, Lille avait été pionnier des sociétés d'économie mixte, les relations avec la mairie, la privatisation. Enfin bon, je ne sais pas s'il y aura la place pour tout ça dans le musée et comment ça sera mis en forme. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à traiter et qui viennent compléter la communication plus sur l'instant présent qu'on a depuis quelques années autour du club. Hein. Donc voilà, il y a aussi de la place pour le fond. Donc c'est un super projet. Ouais. Et puis, il faut parler d'avant 44 pour parler de Julien Darruy, parce que moi, j'ai été élevé par un grand-père qui m'a dit, Julien, s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, je peux te dire que
Lev Yachine, on n'en parlerait pas, parce que le meilleur gardien du monde, ça a toujours été Julien Darruy. C'est de là que vient ton prénom, c'est pour ça. Mais c'est pour ça, on va chercher plus loin. Alors, j'ai une nouvelle. Avant de poser la question du forum à LOSC à Damien, donc on a la bonne réponse. On a la bonne réponse. Alors, ce n'est pas Baptiste qui nous a dit que c'était Iconé qui a marqué les buts de la demi-finale de la Coupe Latine. C'est non, il n'avait pas choisi ce match-là. Mais c'est bien André Strapp, donc, qui avait marqué 5 buts, 5 des 6 buts lillois de cette deuxième demi-finale contre le Sporting de Lisbonne, donc un exploit. C'est Olivier qui, à force de citer tous les joueurs de l'équipe, a réussi à trouver le meilleur buteur. Donc Olivier, tu gagnes ces 2 places pour le match de samedi. Donc rendez-vous en message privé pour l'attribution des places, mais tu commences à être habitué, donc ça ne devrait pas poser de problème. Damien, on a une question spécifiquement pour toi sur le forum d'Allez-le-LOSC, une question très objective. Une question un peu longue, voire même plus longue que les miennes, ce qui est un exploit. Alors, je te la lis. Damien, ne trouves-tu pas bizarre qu'on utilise systématiquement le LOSC pour relancer les équipes, que l'arbitre ne siffle que dans un sens, que le gardien adverse fait son meilleur match à chaque fois qu'il rencontre le LOSC, que ce sont les commentateurs qui décident de mettre la VAR quand on rencontre une équipe adverse, que la Ligue programme des matchs le week-end alors qu'on joue durant la semaine. Ne trouves-tu pas ça bizarre? En gros, y aurait-il un complot contre le LOSC ourdi par des forces obscures que nous ne pouvons définir? Qu'en penses-tu, toi qui es le spécialiste des complots contre le LOSC? N'empêche que quand on a lancé le blog avec mes collègues Thomas et Denis, on voulait vraiment faire un blog dans cet esprit-là où on essaierait de soutenir contre vents et marées avec toute la mauvaise foi possible qu'il y avait effectivement un complot contre le LOSC. Après, ça s'est plus transformé en truc très documenté, mais la philosophie initiale, c'était vraiment de faire ça. Alors après, il y a des collègues d'un site sur le Racing Club de Strasbourg qui ont essayé d'objectiver cette croyance parce qu'eux aussi croient ça dans leur club, que Strasbourg relance les adversaires. Et ils ont fait un calcul hyper compliqué. C'est un site qui s'appelle Racing Stube. Il est vraiment très documenté. Et ils ont objectivé ça en disant qu'en fait, c'était une impression de supporters et que Strasbourg ne relançait pas particulièrement les équipes adverses plus que d'autres. Mais je pense qu'on a tous ce sentiment-là, tout comme Mandanda faisait toujours son match de l'année contre nous pendant tout un temps. Mais bon, ça, je crois que c'est de la vision un peu biaisée des supporters, mais on peut en rigoler, ouais. Bon, merci à Cosner sur le forum d'Aelos pour cette question fort pertinente, en tout cas. Ça nous permet de passer à la dernière partie de l'émission. Bon, il est déjà 21h45, on va faire très, très vite. Juste un petit tour de table sur vos attentes du match contre Angers et dans la foulée, votre pronostic. Alors, Julien, on va commencer par toi. Est-ce que c'est un match que vont choisir les Lillois ou est-ce que c'est un match qui va être révélateur finalement C'est tout le sujet. Si on le gagne en leur marchant dessus et en étant ultra dominateur, c'est que c'est bon, ça a démarré. Jocelyn Gourvenec a la main sur son équipe, ils sont ensemble et les gars sont sur un projet commun d'aller loin. Soit on fait un contre-match comme contre Clermont et d'autres, c'est-à-dire que les gars, encore hier soir, étaient contents de briller devant les médias européens en se disant qu'en faisant un match pareil, ça leur permettrait de signer l'année prochaine un gros contrat en Angleterre et que bon, contre Angers, c'est moins important. J'ai envie de te dire que l'avenir nous le dira et je suis bien incapable à partir de là de faire un prono. Mais évidemment, en tant que supporter, j'espère que PSG et Séville, ça a été le grand démarrage de la saison et que c'est parti pour une longue série de belles victoires comme on a pu en connaître l'an dernier. Patrick, qu'est-ce que tu en penses en sachant que l'écart commence à se creuser au classement? Nous sommes à 8 points de la deuxième place, nous sommes à 6 points de la première place européenne et à 6 points, je crois, du barragiste. Donc, on est dans un ventre mou qui s'amollit de plus en plus et la victoire semble impérative. Est-ce que tu penses que les Lillois vont pouvoir enchaîner contre Angers? Ils doivent pouvoir enchaîner avec le son concurrent.
on veut retrouver les atmosphères européennes la saison prochaine, c'est certainement pas en gagnant la Champions League cette année. Donc, il faut jouer sur le championnat. Et bon, je relève la question de Julien qui se la pose et pas lui tout seul. Comment on va retrouver cette petite brillante hier soir, samedi? Alors, moi, je serais tenté de dire que si le groupe a vu le jour successivement au parc et à Séville, on devrait pouvoir dominer assez facilement, pas facilement, mais enfin, dominer une équipe d'Angers à notre porte. Maintenant, s'ils retombent de leur piédestal et dans les erreurs qu'on a connues aussi bien à Clermont contre Brest il n'y a pas si longtemps, là, ça pourrait devenir assez inquiétant. Ça voudrait dire que le groupe n'existe que par les ambitions personnelles de l'un ou l'autre et qu'ils se retrouvent sur des matchs ponctuellement pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais je ne veux pas y croire. Je pense que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je pense plutôt qu'on assiste actuellement à la montée en puissance d'un groupe modelé par Jocelyn Gourvenec, qui est quand même technicien reconnu, malgré tout ce qu'on peut dire par-ci par-là. Et est en train comment dirais-je, une patte qui va gonfler un petit peu à la fois. Cette façon-là que je préfère voir les choses. Bon, c'est peut-être un petit peu naïf et optimiste, mais on est là pour croire à la victoire à chaque veille de match. Encore plus contre Angers. Alors, on a dit la même chose avant Brest, on a dit la même chose avant Clermont, des enseignants, on va les bouffer. On ne les a pas bouffés, on a pris un point sur 2 matchs qui en valaient largement 6. Alors, recommençons samedi, on va dire que c'est un nouveau démarrage. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin, on regarde plus haut, on regarde derrière. Il est temps de sortir de l'ornière, de retrouver un groupe régulier, ambitieux, qui doit se dire l'objectif du club, c'est le top 5. On est taillé pour y arriver, même si ce n'est pas un, 2, 3, mais notre place, c'est plutôt là-haut, à condition de le démontrer. Damien, contre Angers, tu t'attends à un LOSC qui va gagner en constance ou toujours un LOSC par intermittence qui risque de devoir compter sur la victoire en Champions League pour se qualifier en Coupe d'Europe l'année prochaine? Et un peu comme tous les interlocuteurs ici, hein, je ne sais pas quel visage on aura, mais ce qui est certain, c'est que le bilan des 2 derniers matchs est plutôt encourageant et on espère qu'on va surfer sur cette vague, mais contre une équipe d'Angers qui n'est pas trop mal, hein, qui a fait un bon début de saison avec Bouffal qui revient bien. Mais bon, à défaut de les bouffer, j'espère au moins qu'on aura la dalle contre Angers et que, comme le chantait Boris, ce ne sera pas la soirée du SCO samedi. Ça va être dur d'enchaîner, Christophe, derrière ça. Ouais, parce que pas faire un minable attention danger, n'importe quoi comme ça. Non, c'est fini. Pas faire ça. Tu peux pas te permettre après ça, c'est pas possible. Non, c'est pas faire ça. Non, je dis juste que Angers, c'est une équipe qui est chiante à jouer. Hein. Ça va être tous les ans. Ça n'a pas changé. Ils ont changé d'entraîneur, mais apparemment, c'est toujours aussi chiant. Donc, ce que j'espère, c'est qu'on fera 3 bons matchs. On a déjà fait 3 bons matchs. Hein. On a fait Montpellier, Strasbourg et Marseille. On avait réussi à en enchaîner 3. Donc, pourquoi on n'en ferait pas 3 encore une fois? C'est assez désespérant de se dire qu'on peut faire un match de merde après les 2 matchs qu'on a fait là, mais c'est la vérité de l'équipe cette année, et ça, c'est vraiment frustrant. Mais j'espère, je sais pas, je pense pas, mais je sais pas quoi penser, mais j'espère qu'ils ont compris qu'ils ont un potentiel et qu'ils peuvent pas laisser, ils ont pas le potentiel pour rester 10e quoi, ou 12e. Enfin, ils ont un potentiel pour être au-dessus, donc il faut qu'ils se mettent en valeur et je pense qu'ils le savent, hein, parce qu'ils sont champions de France, les mecs. Donc, je pense qu'ils savent qu'ils ont le potentiel. Ouais, mais bon, tu vois, je pense qu'ils s'en foutent un peu du potentiel depuis un bout de temps. Voilà, c'est ça. Et là, ils sont au courant. C'est bien qu'ils se disent, moi, tiens, tout compte fait, 12e, c'est pas terrible. Si on avait essayé d'aller monter un peu, quoi. Ça serait pas mal, quoi. Parce que franchement, Lille-Brest, c'était une purge. Hein. C'est vraiment une purge. Hein. Brest, s'ils ne nous battent pas, c'est parce qu'ils sont maladroits. Sinon, il y avait la place. Hein. Donc, vraiment, j'espère qu'on va faire un bon match et qu'on va gagner contre Angers. Quoi. Alors, pour terminer à la fois cette rubrique et cette émission, Georges, qui nous suit sur
les réseaux sociaux qui habituellement est parmi nous a peut-être la solution. Il nous dit, et si on faisait croire que les Noirs et Blancs qui jouent ce week-end, c'est la Juve, les Lillois choisiraient certainement ce match. Donc, je vous laisse à cette réflexion. En tout cas, je voulais vous remercier pour cette émission. Merci à Damien donc, pour ce retour dans le bistrot d'Allez le LOSC. Merci de l'invitation, encore une fois. Merci à Patrick alors, pour ce énième retour dans le bistrot. Merci. Vous êtes tous les deux les bienvenus, vous le savez. Merci Julien et merci Christophe pour vos interventions. Merci aux on vous soupçonne de vous créer des actualités pour venir dans le bistrot. Moi, je pense que finalement, cette exposition, c'est juste une bonne excuse pour venir dans le bistrot. Alors, et quand le musée va être inauguré, on fait des émissions de thé. Alors, on fera peut-être une émission en direct de là-bas. Tu as dû l'user. Ça pourrait être une idée. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve. On aura comme invité, normalement, un représentant de l'équipe du Petit Lillois qui viendra nous échanger avec nous sur l'actualité du club pendant cette trêve internationale. Donc, on attend vos questions à un super site qu'on salue. On rappelle que pour le site Allez le LOSC, il n'y a absolument aucune concurrence entre les médias lillois. Plus on parle du club, et mieux c'est pour les supporters. En tout cas, c'est notre philosophie et on accueille avec grand plaisir nos amis du Petit Lillois. Donc, merci à tous. Je voulais vous souhaiter une excellente semaine, vous remercier pour votre attention. Et en attendant mardi prochain, bien sûr, allez le LOSC, notamment pour ce week-end. À bientôt, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir, allez le LOSC. Allez le LOSC.